Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 règles d'or pour réussir en yield farming en crypto. Il y a beaucoup de yield farmers, de personnes qui pratiquent le yield farming, qui perdent de l'argent. Ces personnes se focalisent en fait beaucoup sur les rendements et elles oublient complètement les risques. Elles investissent aussi dans des trucs qu'elles ne comprennent pas tout à fait. Et c'est dommage parce que le yield farming peut être très rentable s'il est bien maîtrisé. Si on fait pas n'importe quoi, tu peux avoir des rendements aux alentours de 30%, 50% de façon annuelle, tu vois, de façon plutôt safe. Attention, je vais revenir sur cette notion-là, mais tu peux avoir de jolis rendements. Voilà, et de façon assez safe. Si tu fais pas n'importe quoi, il faut par contre vraiment respecter des règles fondamentales. Donc c'est tout l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 règles concrètes pour farmer intelligemment, pour préserver ton capital et même le développer. Et on va voir les erreurs fatales vraiment que beaucoup de personnes commettent. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant, je t'invite à mettre un pouce pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si tu veux construire ta liberté financière grâce à la crypto avec une approche pragmatique, rationnelle, sans le bullshit habituel. Tu as des liens aussi en description si tu veux creuser le sujet, si tu veux te former pour générer des revenus en crypto après avoir regardé cette vidéo. Donc explore la barre de description. Et dernière chose, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne fais que des vidéos à des fins pédagogiques, éducatives, dont cette vidéo. Prends tes propres responsabilités, fais tes propres choix, forme-toi. Tout investissement comporte des risques, notamment en crypto, ça peut être extrêmement volatile, donc investis uniquement si tu veux investir une part de ton capital que tu es prêt à perdre, c'est extrêmement important et ne prends pas pour argent comptant tout ce que tu peux entendre sur Internet. Ceci étant dit, alors la première règle dont je voulais te parler, c'est le fait d'organiser tes wallets intelligemment, tes portefeuilles sur la crypto de façon intelligente. Il faut ce qu'on appelle un burner wallet. Le burner wallet, grosso modo, c'est ton wallet qui est dédié au farming. C'est un wallet qui est dédié vraiment aux interactions avec la DeFi. Et l'idée, c'est vraiment d'y mettre uniquement ce que tu es prêt à perdre à 100%. Voilà, c'est un wallet sur lequel tu es prêt à perdre tout ton argent. Alors, on ne veut pas que ça arrive, évidemment, mais il faut mettre uniquement le capital que tu es prêt à perdre. Et si un protocole est compromis de cette manière, ben, tu perds que les cryptos qui sont dans ce wallet. Et tu peux utiliser ce que tu veux, enfin les wallets connus, hein, les hot wallets, style MetaMask, Phantom, Rabbi, etc. Et à côté, tu as ton cold wallet qui est d'une certaine manière ton coffre-fort. Tu stockes tes profits dans ce coffre-fort, donc tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, etc. Et de cette manière, tu n'es jamais exposé au protocole DeFi, tu vois, avec ce cold wallet. Tu peux utiliser un wallet style Trezor ou Ledger. Moi, je préfère Trezor, mais c'est tout un débat. Et voilà, il faut vraiment distinguer les deux. Et le workflow, si tu veux sécuriser, c'est de farmer avec son burner wallet, de prendre régulièrement des profits, de transférer ensuite ces profits sur ton cold wallet pour sécuriser, et de cette manière, ton capital, tu vois, il est sécurisé, il n'est pas exposé au smart contract. Mais il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas mettre n'importe quel wallet en contact avec des protocoles DeFi. Il y a trop de gens qui font ça et qui perdent de l'argent à cause de ça. Il faut aussi vérifier systématiquement tes URL, hein, quand tu fais du yield farming, accède toujours aux liens via tes favoris, tu vois, tu trouves les bons liens, tu les mets dans tes favoris sur ton navigateur. Faut jamais cliquer sur un lien envoyé dans un DM ou par email, tu vois, et il faut vérifier consciencieusement aussi les URL avant de te rendre dessus. Moi, je te dis ça en toute connaissance de cause. Il y a quelques années, j'ai perdu beaucoup d'argent à cause d'une arnaque. Alors, c'était très bien ficelé, mais c'était une question d'URL. Donc, fais gaffe aux URL sur lesquelles tu vas, c'est ultra important. Deuxième règle, ne fais jamais confiance, si tu veux, de façon aveugle. C'est-à-dire qu'un audit ne garantit absolument rien. Tu as des projets qui sont audités de façon tout à fait sérieuse, etc., mais qui se font quand même hacker régulièrement. L'audit, en fait, il vérifie le code à un instant T, mais pas les mises à jour futures. Donc, on ne sait jamais. L'audit, il ne protège pas contre les exploits qui sont... contre tous les exploits, c'est pas possible. Il faut savoir lire aussi un rapport d'audit, c'est-à-dire que quand tu regardes un audit crypto, il faut chercher tout ce qui est critical, tu vois, tous les risques critiques et qui ont une high severity, tu vois, ceux qui sont vraiment des problèmes majeurs, et vérifier si tout ça a été corrigé. Et il faut savoir qu'un audit avec zéro problème, c'est plutôt foireux, ça pue, tu vois, parce qu'aucun code n'est parfait, aucun protocole peut être vraiment 100% parfait, donc méfie-toi. Et vérifier aussi toujours l'équipe derrière le projet, dans les protocoles sur lesquels tu investis. Il faut toujours que l'équipe soit doxed, dans l'idéal, évidemment, c'est pas toujours possible, mais que en gros l'équipe soit
que l'identité des membres de l'équipe soit révélée. Ça permet d'avoir plus de confiance. Et une équipe qui est 100% anonyme, tu vois, c'est un red flag potentiel. Donc attention à ça et regarde aussi l'historique des fondateurs quand tu peux, etc. Il faut vraiment prendre tes précautions. Là, on est vraiment dans la partie sécurité, si tu veux, ces deux premières règles et la troisième règle aussi. Après, on va passer à autre chose, mais je veux vraiment mettre l'accent là-dessus d'abord. Il faut aussi faire gaffe à l'hygiène, tu vois, des permissions que tu accordes en DeFi. C'est-à-dire que il y a un gros danger avec ce qu'on appelle les infinite approvals. Tu vois, quand tu approuves un contrat, tu lui donnes accès à tes tokens. Tu vois, quand tu approuves un contrat, un smart contract, et par défaut, tu as beaucoup d'applications qui demandent un accès illimité. Tu vois, avec ton wallet. Et si le contrat est compromis, le problème, c'est que tous tes tokens, toutes tes cryptos derrière peuvent être volés. Donc, faut être vraiment discipliné et révoquer après chaque utilisation d'un protocole, révoque les permissions. Tu peux utiliser un outil comme Revoke Cash pour ça, Revoke REVOKE.CASH. Donc fais gaffe à l'URL et tu peux faire un espèce d'audit de tes permissions régulièrement, au moins une fois par mois. C'est jamais une mauvaise chose de le faire. Et approuve uniquement aussi le montant nécessaire, tu vois, pour la transaction. Certains wallets permettent de limiter les montants au niveau de l'approbation. Donc plus c'est contraignant, plus c'est sécurisé forcément. Il faut trouver l'équilibre, mais voilà, quand c'est plus contraignant, c'est forcément plus sécurisé. Donc ça, c'était pour la phase 1, tu vois, c'est la partie plus sécurité. Maintenant, on va voir tout ce qui est analyse financière avant d'investir. La règle numéro 4, du coup, c'est de comprendre et anticiper ce qu'on appelle l'impermanent loss. L'impermanent loss, je vais faire un rapide rappel, je l'ai beaucoup abordé sur ma chaîne, mais quand tu fournis 2 cryptos dans un pool de liquidité, par exemple, tu es dans un pool Ethereum USDC, si le prix de l'Ethereum bouge, par exemple beaucoup, tu vas perdre de l'argent par rapport au fait de garder tes cryptos. C'est-à-dire que quand tu places si tu as de l'Ethereum et que tu places dans un pool Ethereum USDC et que ton Ethereum a été en partie swappé contre de l'USDC, tu vois, si l'Ethereum monte, si tu l'avais gardé dans ton wallet, dans ton cold wallet, tu aurais gagné plus d'argent. Donc c'est une perte qui est impermanente parce que la perte, elle se concrétise uniquement quand tu retires ta crypto, mais il faut faire attention à ça. Dans certains cas, tu as plus intérêt à garder ta crypto qu'à la mettre dans un pool de liquidité. Donc, tu as en fait 2 actifs volatiles qui sont pas corrélés. Là, pour le coup, dans ce cas-là, tu as une impermanent loss qui est maximale. Par exemple, Ethereum Sol, tu vois, si l'un pump et l'autre dump, c'est compliqué, tu vois. Bon, il y en a beaucoup qui sont corrélés, mais souvent ils sont corrélés, mais faut faire gaffe à ça. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tu as des cryptos qui sont pas corrélés et qui peuvent vraiment aller dans le sens inverse. Essaye, dans l'idéal, de préférer des cryptos qui sont corrélés et même des paires crypto et stablecoin. Tu vois, tu vois, Ethereum USDC par exemple, tu as des wrapped Bitcoin aussi USDC, etc., etc. Et à la limite, tu peux aussi yield farmer uniquement avec de l'argent que tu as emprunté, mais alors attention, c'est une stratégie de looping qui est plus avancée, faut faire très attention à pas te faire liquider dans ce cas-là, mais il faut vraiment faire gaffe à calculer, si tu veux, l'impermanent loss, à calculer ton seuil de rentabilité. Ton rendement annuel, en fait, avec le pool, doit absolument être supérieur à l'impermanent loss potentiel. Par exemple, si un pool est à 30% d'APY, mais que l'impermanent loss est de 40%, tu perds de l'argent. Donc, il faut utiliser des simulateurs, tu vois, des outils pour ça, avant d'entrer dans un pool. C'est ultra important. 5e règle, c'est analyser les tokenomics. En gros, il faut par exemple être au courant de la différence entre APR et APY. Il ne faut pas confondre les deux. L'APR, c'est le rendement simple. Tu vois, c'est ce que tu peux gagner sans réinvestir la crypto. Tu vois, c'est les intérêts simples. Et l'APY, c'est les intérêts composés. En gros, c'est le cas où ce que tu gagnes est réinvesti automatiquement dans le protocole. Et un APY de 100% peut par exemple correspondre à un APR de 70%. Donc il faut toujours comparer les APR entre eux, regarder la période, etc. Et pas se faire avoir parce que tu as beaucoup de plateformes qui mettent en avant l'APY et pas l'APR. Enfin bon, généralement ils mettent les deux, mais faut faire gaffe à ça. Et il faut aussi identifier la pression vendeuse, c'est-à-dire que si le token de récompense de ton pool est inflationniste, tu vois, tout le monde va et que tout le monde, tu vois, vend ses rewards, le prix peut s'effondrer. C'est-à-dire que tu vois, si tu as sans arrêt ce token qui est créé, et que derrière tout le monde vend ce reward, il y a une espèce de phénomène de farm and dump. En gros, tu gagnes des tokens de récompenses qui perdent de la valeur. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça aussi.
Est-ce que le token de récompense est inflationniste ou pas? Règle numéro 6, il faut se méfier évidemment des rendements aberrants, c'est-à-dire que la règle de base, c'est qu'un APY à plus de 1000%, t'es probablement t'es probablement ce qu'on appelle la exit liquidity, t'as des gens qui veulent se faire de l'argent sur ton dos, donc fais très attention. Quelqu'un doit payer ses rendements et c'est souvent toi qui vas les payer, donc faut faire gaffe à ça. Et les rendements réalistes et durables en yield farming, c'est entre 5% et 50%. Évidemment, selon les risques, parfois tu peux aller plus, etc. Mais voilà, grosso modo, en dessous de 100%. L'idée, c'est aussi de repérer les Ponzi déguisés. C'est-à-dire que les rendements payés par... un Ponzi, c'est quand le rendement est payé par les nouveaux entrants, tu vois, pas par une vraie activité économique, on va dire. Et c'est quand il n'y a aucune source de revenus vraiment réelle, tu vois. C'est pas de... Quand il y a... Enfin, voilà, quand la source de revenus, tu vois, elle est un peu foireuse, quand elle est un petit peu floue, faut faire vraiment gaffe à ça. Quand le marketing aussi est ultra agressif, quand tu as des promesses de gains garanties, reste loin de tout ça. Le test simple, c'est d'où vient l'argent qui paye le rendement. Tu vois, si c'est les frais de trading du DEX, de la plateforme d'échange, c'est legit, c'est réglo. Par contre, si tu as une tokenomics innovante avec des promesses de gains mirobolants et des explications un peu foireuses et tout, pas clair, fuis à tout prix. Il faut vraiment que tu prennes tes jambes à ton cou. La troisième phase, là, on était dans la partie analyse, si tu veux. Maintenant, tout ce qui est exécution et gestion pendant le farming. La règle numéro 7, c'est par rapport à tout ce qui est gestion des frais, les gas fees. Il faut calculer le ROI réel. Quand tu calcules en fait le rendement potentiel, inclut tout ce qui est frais, les frais d'entrée, de sortie, les claims aussi, les swaps, etc. Par exemple, 4 transactions à 5 euros, si ça donne 20 euros de frais, tu vois, derrière... sur 500 euros investis, ça fait 4% de rendement qui sont mangés par les frais. Enfin, il faut vraiment calculer ça. Tu vois, t'as toujours des frais. Il faut vraiment essayer de calculer quel est le pourcentage. Si tu te rends compte que tu fais des petites transactions et que t'as des frais énormes, voilà. Si tu augmentes le volume de crypto que tu vas investir, tu vas te faire manger tes profits et c'est dommage. Donc fais gaffe à ça. Choisis aussi la bonne blockchain selon ton capital. Tu vois, pour les petits, si tu as un petit capital en dessous de 1000 euros, par exemple, évite généralement Ethereum, privilégie les Layer 2 comme Arbitrum, Optimum, Base, etc. Ou alors des blockchains avec des frais quasi nul, hein. Il y en a toujours, mais genre Solana, c'est quand même plus faible. Et optimise tes transactions. Tu peux grouper les claims plutôt que de réclamer tous les jours. Tu vois, quand tu yield farm, au lieu de récupérer sans arrêt tes rewards, attends un petit peu, tu vois, pour éviter d'avoir trop de frais. Utilise aussi des agrégateurs potentiellement comme Bifi Finance qui optimisent tout ça pour toi. Et tu peux aussi farmer quand les frais de gaz sont bas. Ça peut être une idée. Et règle numéro 8, diversifie de façon intelligente, ne mets pas tout sur un seul protocole, sinon tu as un risque de smart contract qui est énorme, tu peux perdre toutes tes cryptos, ce serait quand même dommage, même sur des protocoles, même sur des sites comme AAV, Uniswap, etc., c'est pas infaillible. Donc répartis sur différents protocoles pour diluer le risque au maximum. Ne mets pas tout sur un seul stablecoin aussi pour, tu vois, on utilise tous des stablecoins dans la crypto, ne mets pas tout sur l'USDC ou sur l'USDT. Tu as toujours des risques de dépeg, tu vois, ça peut toujours perdre de sa valeur par rapport au dollar. Par exemple, tu vois, on connaît tous l'UST qui en 2022 a perdu toute sa valeur quasiment. Donc il faut faire gaffe, diversifie, USDC, USDT, DAI. Voilà, l'USDC c'est le plus transparent et régulé actuellement, mais voilà, c'est toujours bien de diversifier un peu, de pas tout mettre également sur la même blockchain parce que tu peux avoir des risques techniques ou réglementaires répartis. Ethereum, Solana, Arbitrum, etc., etc. Règle numéro 9, prends des profits. Il faut que tu prennes des profits. Il ne faut pas compound aveuglément. L'idée, c'est il faut surtout pas sans arrêt remettre ton argent tu vois, en jeu. Et en plus, si tu réinvestis dans des trucs un peu foireux, genre dans des shitcoins, tu vas accumuler un actif qui va perdre de la valeur. Donc, le token de reward à moins 80%, ça existe. Hein, ça peut tout à fait arriver. Donc, attention, ne réinvestis pas bêtement ce que tu gagnes. Vends les récompenses régulièrement, chaque semaine, chaque mois. Et convertis ça dans des actifs solides, genre Bitcoin, Ethereum et ou stablecoin. Tu peux, par exemple,
convertir 70% en stable et 30% en blue chip, style Bitcoin, etc. Mais fais gaffe à pas réinvestir bêtement dans des trucs foireux et définis évidemment tes objectifs à l'avance. À quel rendement total est-ce que tu prends tes profits? Quand est-ce que tu récupères ta mise initiale? Ne sois pas trop gourmand, faut faire gaffe à ça. Mieux vaut sécuriser que tout perdre en yield farming. C'est un peu le Far West, donc faut pas faire n'importe quoi. Et il faut avoir un mental particulier, il faut avoir un état d'esprit particulier, il faut maîtriser le FOMO, il faut être patient, ne chasse pas la hype, c'est la 10e règle. Quand tout le monde parle d'un pool, c'est souvent trop tard, les meilleurs rendements sont souvent au début, quand personne ne parle d'un pool, donc entrer tard, c'est un peu absorber les pertes des early adopters, donc fais gaffe à ça. Et il faut savoir aussi parfois rester en stablecoin quand le marché est incertain, t'as pas besoin de farmer à tout prix, tu vois, un rendement de 5% sur des stablecoins, c'est toujours mieux qu'une perte de 50% sur du farming agressif, donc fais gaffe, sois patient. La patience, c'est une stratégie d'investissement. Mieux vaut rater une opportunité que de perdre tout ton capital. Donc voilà, le capital préservé peut toujours être réinvesti plus tard, alors que quand tu perds ton capital, il revient pas. Donc voilà un petit peu pour les 10 règles pour réussir en yield farming. C'est ultra important. Je sais que c'est pas le genre de contenu les plus amusants, les plus fun, ceux qui donnent le plus envie. Mais c'est important de bien garder ça en tête si tu veux être gagnant en yield farming. Si cette vidéo t'a été utile, mets un petit pouce. C'est toujours apprécié pour supporter la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu veux construire ta liberté financière grâce à la crypto avec une approche pragmatique, rationnelle. Tu as des liens évidemment en description, dont une petite checklist sur les méthodes pour gagner de l'argent, pour générer des revenus grâce à la crypto. Tu peux cliquer sur le lien et obtenir ça. Et écoute, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.